Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. Sont-ils les nouveaux maîtres du monde, ces milliardaires dont la puissance surpasse parfois celle des États? Elon Musk, Bill Gates et tant d'autres leaders représentent-ils un danger pour le fonctionnement de nos démocraties? Quelles sont au fond les frontières entre philanthropie et intérêt personnel? Le profit est-il compatible avec l'éthique des affaires? À quel prix fabriquer des vêtements au Bangladesh ou en Éthiopie selon des critères équitables et respectueux des droits humains? Et puis, nous ferons un tour du monde des milliardaires qui se sont hissés au sommet du pouvoir. Bill Gates, Jack Ma, Elon Musk, Mark Zuckerberg, tous ont en commun de posséder des fortunes qui dépassent l'entendement. Tous aussi sont des leaders qui jouent un rôle majeur dans les affaires du monde. Bill Gates et sa fondation ont dépensé plus de 2 milliards de dollars pour lutter contre des maladies endémiques dans les pays du Sud. Les fusées d'Elon Musk permettent aux États-Unis de rêver à d'autres conquêtes spatiales. Mark Zuckerberg, lui, ne désespère pas de créer une monnaie transnationale qui ferait une brèche dans les prérogatives réservées jusqu'ici aux banques centrales et aux États. On pourrait citer encore Jack Dorsey, le fondateur de Twitter. Il vient de faire don du quart de sa fortune pour vaincre le coronavirus. Chacun à leur manière, ces milliardaires prennent en charge des fonctions régaliennes, c'est-à-dire traditionnellement réservées aux États, mais ils n'ont de compte à rendre qu'à eux-mêmes, parfois à leurs actionnaires, mais pas à des électeurs. Sont-ils alors un danger pour les démocraties? Ne faudrait-il pas exercer un contrôle public sur leurs actions et soumettre, pourquoi pas, leurs immenses fortunes à l'impôt afin de garantir une redistribution plus juste, à tout le moins plus transparente? Rubrique signée Mélanie Oyon avec au montage Laurent Auwert. 2, 1, 0. Ignition. Liftoff, Falcon 9 and Crew Dragon, go NASA, connect, Godspeed, Spot and Dog. C'est une petite révolution que savoure le président Trump en pleine pandémie. La NASA peut à nouveau envoyer dans l'espace des astronautes américains depuis le territoire des États-Unis, sans dépendre des vaisseaux Soyouz de la Russie. Ce grand retour, Trump le doit au milliardaire Elon Musk. Son entreprise SpaceX a conçu cette première fusée réutilisable qui permet des lancements bien moins chers que ses concurrents. L'espace est sans doute une inspiration pour tout le monde. Si vous demandez quel est l'événement historique qui vous a le plus touché, tout le monde répondra « l'homme sur la Lune ». Après la Lune, Elon Musk envisage de coloniser la planète Mars. Il en a les moyens, sa fortune a été pratiquement multipliée par 5 cette année. Début septembre, elle atteignait 115 milliards de dollars, l'équivalent à peu près du PIB du Maroc ou de l'Équateur. Bill Gates est un autre de ces milliardaires de la Silicon Valley qui s'impose dans les secteurs réservés traditionnellement au pouvoir des États. Bill Gates, une fortune de 125 milliards de dollars. À travers sa fondation Bill et Melinda Gates, il s'est rendu indispensable dans la lutte contre la poliomyélite ou le paludisme en Afrique. Il s'est engagé à verser des milliards pour la recherche et la distribution équitable d'un vaccin contre le Covid-19. Si nous laissons les médicaments et les vaccins aller aux plus offrants plutôt qu'aux personnes et aux endroits où ils sont le plus nécessaires, nous aurons une pandémie plus longue, plus injuste et plus mortelle. Lorsque le président Trump a annoncé suspendre la contribution des États-Unis à l'OMS, le milliardaire est monté au front. Avec les centaines de millions déjà versés cette année, la Fondation Gates est devenue le plus gros contributeur de l'OMS devant les États-Unis et tous les autres pays. La guerre contre le coronavirus a fédéré bien sûr d'autres grandes fortunes. Le directeur de Twitter, Jack Dorsey, fera don d'1 milliard. Le chinois Jack Ma, fondateur du site Alibaba, a distribué des millions de kits de dépistage et des masques sur le continent africain.
Jeff Bezos et Mark Zuckerberg ont aussi promis des millions. Les gens payent beaucoup trop cher et doivent attendre beaucoup trop longtemps pour envoyer de l'argent à leur famille à l'étranger. Je crois que ce problème peut être résolu et que la Libra peut aider. Devant le Congrès américain, Mark Zuckerberg, 111 milliards de dollars, défend la Libra, sa nouvelle monnaie virtuelle. Le projet Libra a depuis été revu à la baisse face à la résistance des gouvernements américains, européens et les banques centrales qui voient une menace directe à la stabilité monétaire. Mais Mark Zuckerberg ne s'avoue pas vaincu et semble bien décidé à être le précurseur d'une nouvelle monnaie universelle. Bonjour, Dorothée Baumann-Poli. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Géopolitis. Vous êtes professeur à l'Université de Genève, où vous dirigez le Centre Business and Human Rights, et puis vous dirigez aussi à New York le NYU Stern, aussi Business and Human Rights. Commençons par parler de ces milliardaires. Alors certains sont de grands philanthropes, dans la grande tradition de la philanthropie aux États-Unis. Bill Gates, par exemple. Est-ce un problème s'il est devenu le principal contributeur de l'Organisation mondiale de la santé? Ouais, alors tout à fait, les philanthropes sont de plus en plus généreux et ils sont aussi confortablement intégrés dans les organisations internationales. Mais quand les États ne peuvent pas ou ne veulent pas protéger les droits fondamentaux, les privés doivent se mobiliser. Et alors, il y a une ONG qui fait la recherche sur la fragilité des gouvernements. Ça s'appelle Fund for Peace. Et chaque année, on peut voir que malheureusement, les gouvernements du monde sont plus et plus fragiles. C'est pourquoi il faut avoir les privés qui donnent du soutien au gouvernement. Mais d'un autre côté, Bill Gates, avec son soutien, il est capable d'orienter les priorités de l'Organisation mondiale de la santé. Par exemple, choisir que le paludisme ou le sida, c'est plus important que l'accès à l'eau. Oui, absolument. Alors, les fondations, ils publient les rapports très détaillés sur chaque projet. Mais on a moins la transparence sur les décisions stratégiques. Alors, on ne sait pas pourquoi on fait la recherche et le traitement d'une maladie plutôt qu'une autre. Et ça, c'est un problème. On pourrait inviter les mécanismes de contrôle, comme les mécanismes de contrôle pour des États démocratiques. Mais comment réintroduire de la démocratie, du contrôle démocratique dans ces actions de ces hyper-riches? Comment faire? Alors, on peut demander qu'il y a plus de discussions sur des priorités et plus de la transparence, un peu similaire comme aux États. Ouais. Parce qu'il y a la puissance financière, puis on pourrait parler aussi de la puissance d'influence. On a vu le rôle de Twitter, Facebook dans les dernières élections aux États-Unis en 2016. Oui, alors à NYU Stern, nous avons fait des recherches sur ce sujet parce qu'avant les élections aux États-Unis en 2016, plus de 60% de la population lisait les nouvelles exclusivement sur Facebook. Et si on crée un monopole d'information, alors les sociétés de réseaux sociaux ont une immense responsabilité. Et à NYU Stern, nous avons dit que, alors nous demandons que les entreprises investissent plus de ressources pour mieux combattre la désinformation et en particulier la désinformation qui cache des intentions politiques. Alors on questionne beaucoup l'action de ces hyper riches. On pourrait aussi se questionner sur l'origine de leur fortune, non? Oui, alors je trouve il devrait poser cette question. Alors il y a un auteur, Anandjiri Daridas, qui a écrit un livre en 2018, Winners Take All, et il est provocateur en disant que la philanthropie est qu'une manière pour réparer les dommages que les entreprises effectivement ont causés. Donc c'est une philanthropie de rattrapage pour se donner une bonne image, une bonne conscience. En quelque sorte. Exactement. Et idéalement, on peut éviter une philanthropie de rattrapage. Ça sera beaucoup mieux quand les entreprises fassent leurs affaires directement
tout en respectant les normes d'environnement et de droits humains. Alors on va quitter pour un moment ce monde des milliardaires pour revenir sur Terre dans le monde des affaires, le monde des investisseurs, le monde des entrepreneurs, leur responsabilité sociale, leur responsabilité éthique. Alors exemple, l'industrie textile, nos t-shirts, nos chaussures, qui sont fabriqués parfois à l'autre bout du monde, on en parle juste après ce sujet que voici. Le 24 avril 2013, le complexe du Rana Plaza s'écroule en pleine banlieue de Dhaka, au Bangladesh. Ici travaillaient 5000 ouvriers du textile. Dans l'effondrement, 1133 morts et au moins 2500 blessés. Le propriétaire savait que l'immeuble était fissuré. Pourquoi a-t-il envoyé les travailleurs à l'intérieur? Il a tué ma fille sciemment. Le drame a jeté une lumière crue sur les conditions de travail misérables des petites mains du textile, alors que l'industrie génère des milliards de dollars chaque année. Parmi les marques clientes du Rana Plaza figuraient des géants de la fast fashion, cette mode éphémère à petit prix. L'impératif de maintenir des coûts faibles ne peut être aux dépens de la vie et de la sécurité des gens. C'est plus qu'une question de morale, c'est aussi, selon moi, une question économique. Après le drame, les multinationales de la mode ont dû se racheter une conduite et une image. Une trentaine de marques occidentales se sont engagées pour renforcer la sécurité des usines. Beaucoup d'entre elles ont adapté depuis une partie de leur offre vers une mode plus éthique, plus respectueuse des droits de l'homme et de l'environnement. Aujourd'hui, enseignes de luxe ou de prêt-à-porter, les marques misent sur les gammes éco-responsables et les labels de qualité. Label durable pour le géant suédois H&M. Engagement écolo pour le français Decathlon. Économie circulaire pour l'américain Nike. Notre objectif, c'est de rendre les athlètes meilleurs et de rendre le monde meilleur pour eux. Voilà pour quelques-uns des bons élèves, mais la réalité des ouvriers du textile est parfois bien loin des promesses éthiques des marques. Ici, en Éthiopie, depuis plusieurs années, les investissements étrangers, notamment chinois, sont massifs. Ils ont donné lieu à ces immenses parcs industriels où se fabriquent t-shirts et jeans portés en Occident. Dans ces usines flambant neuves, les salaires des ouvriers sont parmi les plus bas du monde, environ 28 $ par mois. Si les salaires sont élevés et que les investissements n'arrivent pas, il n'y aura pas de création d'emplois. C'est un dilemme auquel sont confrontés bien d'autres pays du Sud. C'est une grande question, Dorothée Baumann-Pauly, mais éthique et profit, c'est conciliable? Alors, c'est une vaste question, mais notre centre à l'Université à Genève, ça, c'est notre mission. Et nous voulons soutenir les entreprises dans le développement des modèles des affaires qui allient les profits et les droits humains. On peut, sans diminuer les profits. Dans quelques instances, oui. Le ministre éthiopien qu'on entendait tout à l'heure, c'est un vrai dilemme. Il dit mais si j'augmente les salaires, les investisseurs vont aller voir ailleurs. C'est un vrai dilemme. Oui, absolument. Dans le secteur du textile, ça c'est un dilemme. Et on a vu ça quand les salaires en Chine ont augmenté. Les marques ont cherché des alternatives au Bangladesh, au Myanmar et en Éthiopie. Alors concrètement, vous avez travaillé en Éthiopie, vous avez suivi les démarches du groupe Decathlon qui aimerait arriver à une production plus éthique. Quels sont les principaux obstacles, au fond? Alors, en Éthiopie, il y a des avantages. Par exemple, l'énergie, le frais sont très bas et le gouvernement donne le soutien pour l'industrie. Effectivement, ça, c'est la stratégie pour le développement. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui cherchent du travail. Alors, ça sont les avantages d'Éthiopie. Mais l'obstacle, qu'à ce moment, il y a des conflits ethniques en Éthiopie. Et en juillet cette année, il y avait un conflit ethnique violent et 230 personnes sont mortes et des milliers sont emprisonnés.
Et j'ai l'impression que les tensions ethniques pourraient détruire le développement économique en Éthiopie. Quel est le poids des consommateurs sur un groupe, par exemple, là, comme Decathlon ou H&M, pour changer son mode, les chaînes de valeur, changer? Est-ce que ça a une influence, le consommateur? Est-ce qu'il peut avoir une influence? Oui, alors mes amis et les étudiants me posent cette question tout le temps. Qu'est-ce que je peux faire comme consommateur? Malheureusement, ce n'est pas facile. Les consommateurs sont très hétérogènes. En Europe, il y a une niche de consommateurs éthiques et cette niche a grandi, mais c'est toujours une niche. Et moi, je trouve que les investisseurs sont mieux positionnés pour faire pression sur les entreprises parce qu'ils sont directement intéressés à minimiser les risques et une violation des droits humains. C'est un grand risque. Donc ça dépend de la bonne volonté des entrepreneurs. On va parler d'un autre secteur, c'est le secteur minier, qui est très présent ici à Genève. Vous travaillez aussi sur la question des mines de cobalt au Congo. Oui. Quelle est la différence, au fond, entre ce secteur-là et puis le textile dont on vient de parler? Alors, je commence avec les similarités. C'est étonnant qu'il y a aussi des similarités entre le secteur du textile et le secteur de l'extraction. Alors, les deux font la production dans les pays qui sont faibles. Le gouvernement est trop faible pour appliquer des règles, et pour renforcer les règlements du droit du travail. Et c'est pourquoi il faut des privés au début de la chaîne de valeur pour soutenir que les règlements sont effectivement mis sur place. Qu'est-ce que vous voulez dire au début de la chaîne de valeur par rapport au cobalt, ça veut dire? Alors, chaîne de valeur de cobalt, au début de la chaîne de valeur, par exemple, sont BMW ou Tesla qui ont besoin de cet minéral pour les batteries. Les batteries, pour la batterie, exactement. Est-ce que, il faut être optimiste, est-ce que vous, dans votre entourage professionnel, dans votre expérience, est-ce que vous voyez une évolution positive, une nouvelle génération d'entrepreneurs soucieux de produire plus éthique, plus conforme aux droits humains? Oui? Oui, alors moi je suis très contente que notre centre soit intégré à l'Université à Genève et même mieux dans la faculté de management. Il n'y a pas des autres centres en Europe qui soient concentrés sur les droits humains et les entreprises. Et la popularité de ce sujet a gagné beaucoup dans les années passées. Et on voit ça aussi à l'université. La prochaine génération, on pourrait dire, ils sont très intéressés par les cours de management responsable. Alors, mes classes sont toujours pleines. Et à l'Université à Genève, nous avons décidé qu'on va lancer un nouveau master l'année prochaine avec une focus sur le management responsable. Merci, on va rester sur cette note positive. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Géopolitis. C'est un plaisir. Merci. Les milliardaires se lancent aussi parfois à la conquête du pouvoir politique. Donald Trump, bien sûr, il y a aussi Silvio Berlusconi et quelques autres aussi qu'Elsa Anguinolfi est allée rechercher sur la carte de notre vaste monde. C'était en 2015. Homme d'affaires et vedette de télé-réalité, Donald Trump se lance dans la course à la présidentielle américaine et promet de faire de sa fortune 4,5 milliards de dollars à l'époque, un gage d'indépendance. Je n'ai besoin de l'argent de personne. J'utilise mon argent, je n'ai pas besoin de lobbyistes ni de donateurs. Je m'en fiche. Je suis vraiment riche. Donald Trump deviendra quelques mois plus tard le président américain le plus fortuné jamais élu. Mais d'autres super riches ont su convaincre leur population de leur laisser les rênes de leur pays. Silvio Berlusconi en Italie. Il sera 3 fois président du Conseil des ministres entre 1994 et 2011. À la tête d'un empire financier et médiatique, sa fortune est estimée à 12,8 milliards de dollars en 2000. Il possède les principales chaînes de télévision privées du pays et se voit reprocher de s'en servir pour promouvoir son parti. Forza Italia, viva l'Italia! À l'autre bout du globe, en Thaïlande, la dynastie Shinawatra a marqué 15 ans de politique. Thaksin Shinawatra, magnat des télécoms et homme le plus riche du pays, devient Premier ministre en 2001.
Il est chassé du pouvoir par un coup d'État en 2006, mais ses partisans, les chemises rouges, descendent dans les rues pour appeler à son retour. En 2011, c'est finalement sa sœur Yingluck qui prend la tête du pays pour 3 ans. Autre vétéran de la politique, l'homme d'affaires Sebastián Piñera, 2,8 milliards de dollars de fortune. 2 fois président du Chili, il fait face à un mouvement de contestation sans précédent en 2019 contre la hausse du coût de la vie. En Afrique aussi, certaines grandes fortunes ont conquis le pouvoir. Parmi elles, Marc Ravalomanane, président malgache de 2002 à 2009, l'un des hommes les plus riches du pays qui a fait d'une laiterie familiale un fleuron national. Cyril Ramaphosa, actuel président sud-africain, ancien syndicaliste devenu businessman, avec 450 millions de dollars de fortune en 2015. Et Uhuru Kenyatta, président du Kenya, membre d'une des familles les plus aisées du continent. L'histoire américaine est marquée par de grandes figures de la philanthropie. Parmi elles, Henry Ford, précurseur au début du XXe siècle du travail à la chaîne dans ses usines de Détroit. La Fondation Ford continue à faire œuvre de philanthropie dans les domaines des arts et de la culture. Et c'est notre rubrique ce jour-là. La fortune de Ford commence en 1903 avec un atelier de fabrication de voitures automobiles. Il lance sur le marché 1000 actions à 400 francs. Il invente la chaîne de montage, la production en série. De 1908 à 1927, Ford produira 15 millions de voitures. 15 millions d'exemplaires de la fameuse Ford T, la première voiture grand public que même les employés de l'usine pouvaient s'offrir. Sur les chaînes de montage à Détroit, il faut optimiser chaque geste pour produire plus et à moindre coût. Si vous économisez 10 pas par jour à chacun des 12 000 employés, à la fin de l'année, vous économiserez 75 km de mouvements gaspillés et d'énergie inutile. Henry Ford, c'est le mythe de l'auto-entrepreneur américain, fils de fermier modeste, qui devient riche à milliards. À la fin de sa vie, sa fortune est estimée à 200 milliards de dollars actuels, plus élevée que la fortune de Jeff Bezos. En 20 ans, il devient le leader mondial de l'automobile, une ascension qu'il mène d'une main de fer. Autoritaire, Henry Ford ne supporte pas les syndicats. Il les interdit dans ses entreprises. En 1935, au lendemain de la crise, il engage un ancien boxeur de Chicago, Henry Bennett, comme garde du corps. Devenu directeur de la firme, Bennett recrute en 1937 600 hommes de main chargés d'empêcher toute organisation syndicale. Henry Ford, c'est aussi l'un des premiers milliardaires philanthropes. Il crée en 1936 la Fondation Ford pour le développement de la ville de Détroit. Elle s'élargit ensuite à l'international et se spécialise dans la lutte contre les inégalités, investit dans l'éducation, l'art et la culture. Aujourd'hui, la Fondation Ford soutient notamment SOS Racisme et Reporters sans frontières. Et voici encore quelques pistes pour prolonger cette émission. Toujours d'actualité, le livre de notre invité Dorothée Bowman-Pauly, Business and Human Rights, sur le difficile équilibre entre profit et droits humains, publié par les éditions Routledge. Une autre lecture, Winners Take All, par l'ancien chroniqueur du New York Times, Anand Giridharadas, déjà un best-seller qui dénonce avec un humour savoureux l'hypocrisie de certains milliardaires qui prétendent sauver le monde. Et pour revenir sur la question des forçats du textile, je vous propose ce temps présent Made in Ethiopie. La journaliste Isabelle Ducret met en lumière l'envers du miracle économique en Éthiopie. Ce documentaire de la radio-télévision suisse est lauréat cette année d'un Swiss Press Award. Nafcot travaille 50 heures par semaine. Elle coud des boutons de jeans de 7 heures du matin à 6 heures du soir. Est-ce que vous savez combien coûte un pantalon en Europe? Je ne sais pas. Ça tourne autour des $20. Alors dans ce cas, ce qu'il me payait vraiment peu.
Voilà, je tiens à remercier toutes les équipes, à la rédaction, à la technique, réalisation, graphisme, montage, production, mixage et toutes les équipes du Studio Actu, tous ceux qui figurent au générique de cette émission. Sans eux, elle n'aurait pas été possible. Rendez-vous dans une semaine, même heure, même endroit, sur la RTS et TV5 Monde. Merci à vous de votre fidélité. À bientôt.